Ah là là, ce sont reconnaissables entre mille. Ouais, vous l'avez bien reconnu, il s'agit de la sirène d'un Stuka. Mais le terme Stuka est utilisé pour désigner les avions en piqué de manière générale, pas seulement le Junkers 87. C'est d'ailleurs de cette caractéristique que vient le terme Stuka. Stuka est une abréviation de Sturzkampfflugzeug. Donc Sturz c'est chute en allemand, Kampf c'est combat et Flugzeug c'est avion. Mais pourquoi un avion en piqué? Alors, je vous explique. L'idée vient des militaires américains qui, pour contrer le Japon qui montait en puissance, ont annoncé vouloir créer un bombardier en piqué pour pouvoir toucher une cible en mouvement plus facilement qu'avec un bombardier en vol horizontal. Cette méthode est très probablement inspirée de la chasse des rapaces. Les Américains voulaient bien entendu contrer la marine japonaise avec ce type de bombardier. Ainsi, ayant entendu parler de cette idée américaine, en 1930, le gouvernement allemand lance un appel d'offres pour la construction d'un bombardier en piqué. Plusieurs modèles sont proposés, et ce, de diverses sources. Tout d'abord, en 1933, Arado propose le AR-81, qui ne sera pas retenu. En effet, il s'agissait d'un biplan, le condamnant à une vitesse maximale de 600 km/h en piqué. Puis vint le HE-118 proposé par Heinkel, mais qui fut disqualifié à cause de son angle maximal de piqué de 50 degrés, alors que le JU-87 démontra son aptitude à piquer à 90 degrés plusieurs fois sans aucun problème. De plus, durant le vol test du HE-118, l'hélice se mit en drapeau, ce qui obligea le pilote à sauter en parachute. Donc en gros, quand l'hélice se met en drapeau, c'est lorsqu'elle se met dans la position qui offre le moins de résistance au vent. Et pour finir, le HA-137 designé par Blohm & Voss ne comportait pas de poste de mitrailleur, ce qui était dans les attentes. Cela lui vaudrait une disqualification, bien que le reste de l'avion ait été largement capable de rivaliser avec le Junkers 87. Le premier vol du premier prototype, le V1, a eu lieu le 17 septembre 1935. Bon, il a une stabilité nulle, ce qui lui vaudra d'être détruit pendant un vol test en janvier 1936. Sur le deuxième prototype, le V2, les ailes et la dérive ont été modifiées, laissant place à une dérive simple. Le V3 est équipé d'un moteur Yumo 210 pouvant développer 680 chevaux, lui permettant d'atteindre 320 km/h à 4000 mètres d'altitude. Enfin, sur le dernier prototype, le V4, l'aérodynamisme est révisé pour le fuselage et la verrière a été améliorée. Le Junkers 87 est reconnaissable à ses ailes en W, à son radiateur sous son nez pour les premières versions et à son train d'atterrissage fixe. C'est justement après ces derniers qu'étaient fixées les hélices qui produisaient ce son strident lorsque l'appareil piquait, ayant pour but de terroriser les ennemis, civils comme militaires. Ce son strident, appelé les trompettes de Jericho, fut très rapidement associé au bombardement en piqué. Ce son, présent à partir de la version B1, s'intensifie au fur et à mesure que l'avion prend de la vitesse. Mais bon, la plupart des sirènes furent enlevées car ils donnaient l'indication de la présence de l'avion, et du coup ça alertait l'anti-aérien ennemi. C'était un avion assez lent mais très robuste, ce qui lui permettait de résister aux contraintes aérodynamiques lorsqu'il piquait et d'encaisser pas mal de dégâts. En effet, les contraintes en piqué étaient si fortes que le pilote était presque obligé de lâcher sa bombe, sans quoi l'avion ne pouvait pas remonter à cause du poids. Le Junkers 87 pouvait également se débarrasser d'un chasseur en piquant. Il utilisait ses aérofreins, ce qui réduisait les contraintes aérodynamiques. Le chasseur, lui, ne possédait pas d'aérofrein. Il était alors contraint de laisser un instant de répit au Junkers. Ces aérofreins limitaient sa vitesse de plongée à 600 km/h. Le Junkers 87 possédait un bras articulé pour larguer là où les bombes pour éviter que celles-ci ne touchent l'hélice au moment du largage. Il fut utilisé en secret durant la guerre civile espagnole, durant laquelle il prouva son efficacité avec brio. Au 1er septembre 1939, 336 Junkers 87 étaient prêts. Ces bombardiers étaient énormément utilisés durant les blitzkrieg, en bombardant des points stratégiques comme des usines, des entrepôts, des convois, des ponts, des chemins de fer, des ports, etc. Son utilisation massive était notamment due à sa précision chirurgicale qu'il devait à son piqué. Malgré son efficacité notable contre les navires, le Junkers 87 fut retiré de la bataille d'Angleterre. En effet, il était trop vulnérable aux chasseurs ennemis comme le Spitfire ou le Hurricane,
et à la DCA, notamment à cause de son faible armement, de sa faible vitesse et de sa faible altitude. Cependant, je pense qu'il est inutile de rappeler que le Junkers 87 n'est pas tombé dans l'oubli. Il s'agit tout de même de l'avion qui a été utilisé le plus longtemps durant la Seconde Guerre mondiale. Bon, en même temps, vous me direz, c'est pas compliqué, il était déjà employé avant la Seconde Guerre mondiale, il a été employé jusqu'à la fin des conflits. De canard aussi. C'est rigolo. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Bref, il fut employé sur bien d'autres fronts, comme en Sicile en 1940 contre les Britanniques, à Malte, en Grèce ou encore en Afrique. Même s'il n'était plus produit à partir de 1944, il fut tout de même utilisé jusqu'à la fin de la guerre. Et puis même, le Junkers 87 fut utilisé par bien d'autres pays, comme l'Italie, la Croatie, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie ou encore la Slovaquie. En Italie, le Junkers 87 remplaça le SM-85 à la grande joie des pilotes qui préféraient le nouvel appareil. Bon, en même temps, il s'avère que le SM-85 était très décevant. Mais bon. Les Junkers 87 italiens furent surnommés Picciatelli, qui signifiait piqué fou. Donc c'est un calembour. Vous êtes alors en droit de me demander, mais Aurélien, il existe plusieurs variantes du Junkers 87, le A, le B, etc. Mais comment faire la différence ? Eh bien, doucement mes petits, j'allais y venir. Bon, commençons par le modèle A, dit Anton, le Junkers 87A. Donc la première variante, le A0, avait un capot abaissé de 25 cm pour avoir une meilleure visibilité, un moteur qui ne lui permettait d'emporter que 500 kg de bombes. La version A1 était donc dotée d'un moteur de 640 chevaux. Puis une version A2 fut produite avec un moteur de 720 chevaux, puis une hélice plus grande. En tout, 262 Junkers 87A furent produits. Le Junkers 87A était reconnaissable à son pantalon de train très volumineux. Après le Junkers 87A vint le Junkers 87B dit Bertha. La première version, le Junkers 87B0, était doté d'un moteur de 1000 chevaux et d'une verrière coulissante et non plus basculante. De même, son train d'atterrissage fut épuré et le fuselage fut renforcé et la dérive agrandie. C'est à partir de la version B1 que la sirène fut ajoutée. Puis vint la version B2 avec un moteur de 1200 chevaux. Le Junkers 87B fut produit en 922 exemplaires. Bon, ben du coup, vous aurez deviné qu'après la version A et B, vient la version... Pourquoi vous me dites C ? Non, c'est R. Le Junkers 87R, Reichweitenausführung, était une version où le rayon d'action était privilégié au détriment de l'armement. Le rayon d'action était alors de 1400 km grâce au réservoir supplémentaire, donc ça peut être réservoir de carburant ou d'huile. Il fut fabriqué en 972 exemplaires. Seulement après la version R vint la version C, dit Khazar. Il s'agissait d'une version bombardier-torpilleur pouvant se poser sur porte-avions et je vous avoue que franchement j'ai pas eu plus d'informations intéressantes à son sujet. Puis ensuite vint le Junkers 87D dit Dora. La version Dora était dotée d'un moteur Yumo 211 J1 de 1400 chevaux et le radiateur fut déplacé sous les ailes de l'appareil. Il pouvait également emporter une charge de bombe plus importante, 1800 kg, et ses ailes furent rallongées à partir de la version D5 afin de réduire la charge à l'air. Donc en gros, la charge à l'air, c'est savoir combien soulève chaque mètre carré au décollage, donc chaque mètre carré de l'aile. Il s'agit de la version la plus produite et ce de loin avec 3639 exemplaires produits. Après le Junkers 87D vint le Junkers 87G dit Gustav. Cette variante possédait deux canons de 37 mm spécialement conçus pour pénétrer les chars ennemis, notamment russes, depuis les airs.
Le Junkers 87G fut surnommé Kanonenvogel, donc l'oiseau canon en allemand, du fait de ses canons de gros calibre. Les autres versions étant équipées de canons de 7,9 mm pour les versions A et B et 20 mm pour la version D. En contrepartie, l'aéronef n'avait pas de frein de piquet ni de lance-bombe ventrale puisqu'il n'en avait plus besoin. En effet, il n'en avait plus besoin puisqu'il ne piquait non plus pour larguer des bombes mais pour viser les chars avec ce canon. Cependant, la précision de l'armement de 37 mm était remarquable. Cela lui permettait d'abattre facilement les chars ennemis. Il y eut plusieurs prototypes pour prendre la relève du Junkers 87. On peut notamment noter le Junkers 187, donc avec un train rentrant, une voilure simplifiée, armement interne et externe plus lourd, tourelle télécommandée à l'arrière, un nez plongeant, une dérive pentant vers le bas. Mais il a été rejeté parce que les performances n'étaient pas suffisantes. On peut également noter le Junkers 287, donc qui lui il est assez similaire au Junkers 187, avec lui des ailes droites à la place de la célèbre forme en W, et vraiment il avait une caractéristique originale mais vraiment jamais vue dans le domaine de l'aviation. C'est qu'il avait une dérive pivotante pour dégager le champ de tir du mitrailleur arrière. Donc si tu veux, ça veut dire que la gouverne de direction, elle pouvait pivoter, donc passer de haut en bas, ce qui donnait une forme très particulière à l'aéronef. Mais bon, ça avait quand même l'énorme avantage de donner le champ libre au mitrailleur arrière, sans que ce dernier tire justement sur la gouverne de profondeur. Entre nous, ce serait vraiment très bête de tirer sur son propre avion. Surtout sur une partie aussi importante que l'empennage. Il a été utilisé dans moult batailles et campagnes, en Norvège, en France, en Pologne, en Yougoslavie ou encore en URSS. Plusieurs aviateurs se sont démarqués assez tôt aux commandes de cet avion. Werner Osel et Elmar Schaeffer qui finiront la guerre en vie, puis Martin Mobius et Gerhard Krenzel qui finiront la guerre plus tôt. Il y eut également le naze Hans-Ulrich Rudel, oui, un vrai naze, et non un allemand. Il était fervent partisan de l'idéologie, ce pourquoi ses exploits ne sont pas aussi célèbres qu'impressionnants. Il maniait à la perfection la version Gustav du Junkers 87. Donc pour rappel, c'est celle qui avait des canons de 37 mm pour les chars. Bien que son comportement force le respect de ses semblables, il pose problème à ses subordonnés. Il détruisit plus de 2000 cibles, dont 519 chars. Theodor Nordmann et Friedrich Lang ont tous deux dépassé le millier de missions, mais le premier mourra dans un crash en janvier 1945 et le deuxième se blessa grièvement juste avant la fin de la guerre. Egbert Jäckel était un pilote de Junkers 87 qui avait la fâcheuse tendance à la bataille, donc Battle Tendency en anglais, et qui engageait souvent son bombardier et qui engageait souvent son bombardier contre les chasseurs ennemis. Il abattra 12 ennemis avant de mourir dans la bataille de Kursk. Il abattra 12 ennemis avant de mourir dans la bataille de Kursk. Il abattra 12 ennemis avant de mourir dans la bataille de Kursk. Il abattra 12 ennemis avant de mourir dans la bataille de Kursk. Le Junkers 87 est encore très présent dans les mémoires des gens, et pour cause, il est très célèbre et est souvent représenté dans les films sur la Seconde Guerre mondiale comme Dunkerque. C'est notamment sa sirène qui lui accordera sa notoriété et son utilisation massive. Encore maintenant, les trompettes de Jericho sont bien souvent associées à cet appareil mythique. On peut également noter le son de certains véhicules dans Star Wars qui sont en parallèle au Junkers 87. Même après plusieurs années et jusqu'à la fin de leur vie, les soldats ayant survécu au Junkers 87 lorsqu'ils entendent les trompettes de Jericho sont traumatisés du fait de l'impact psychologique. Et bien voilà, c'est la fin de ma première vidéo donc qui a porté sur le Junkers 87. Vu que c'est encore le commencement, je vous prie d'être indulgent sur le montage et je suis du coup tout à fait ouvert aux critiques, qu'elles soient positives ou négatives, du moment qu'elles sont constructives, ça me va. Donc merci à vous, et puis de toute façon, vous connaissez la chanson, tout le monde le dit, abonnez-vous, likez, etc. Mais donc n'hésitez pas non plus à mettre un petit message sur le compte officiel Tongstation Off.
Et puis, bah voilà, et puis j'espère que vous allez bien, et puis sur ce, à la prochaine.